Je m'appelle Owen, j'ai 28 ans. Toute ma vie, j'ai été un fantôme dans ma propre maison. Mais lors du dîner de Thanksgiving de cette année, j'ai lâché une bombe qui n'a pas seulement brisé le silence, elle a fait voler ma famille en éclats. Avant que je vous raconte le moment où mon père m'a regardé avec peur pour la première fois de sa vie, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore voir à quel point ces histoires voyagent. L'air dans la salle à manger était étouffant, épais de l'odeur de la dinde rôtie et du parfum plus entêtant encore d'un parfum coûteux. C'était la même chose chaque année. La maison de mes parents dans le Connecticut était conçue pour impressionner, pas pour offrir du confort. Des plafonds hauts qui faisaient écho au moindre bruit de couvert, des meubles rigides qui vous obligeaient à vous tenir droit, et une température toujours réglée quelques degrés trop bas, comme si la chaleur était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. J'étais assis au bout de la table, la place habituellement réservée aux cousins éloignés ou aux invités surprises. Mais je n'étais pas un invité. J'étais le deuxième fils, le remplaçant, le figurant. La nourriture dans mon assiette avait un goût de carton. Je mâchais, mais je ne sentais pas la texture. Tout mon corps était contracté, une habitude inconsciente développée au cours de 2 décennies de réunions familiales. Mon frère Léo était assis au centre, entre maman et papa, menant la danse comme toujours. Il avait 34 ans, rayonnant de cette assurance lisse propre à ceux à qui l'on n'a jamais dit non. À côté de lui se trouvait Isabelle, sa fiancée, une femme qui regardait les étiquettes de prix avant de regarder les visages. Elle dégageait une aura de perfection coûteuse et superficielle. Le mariage aura lieu dans les hantons, disait Isabelle, sa voix un peu trop forte, destinée à porter jusqu'à la cuisine. Elle agita la main, et le diamant à son doigt, un caillou de la taille d'un œuf d'oiseau, attrapa la lumière du lustre et projeta des arcs-en-ciel sur la table. Nous tablons sur un budget d'environ 250 000 €. Mais honnêtement, la perfection n'a pas de prix, et nos amis attendent un certain standing. Ma mère, une femme qui gardait habituellement ses émotions comme des secrets d'État, rayonnait. Son visage, normalement un masque de tension polie, était adouci par l'adoration. Elle tendit la main et serra celle de Léo. Ce sera l'événement de la saison, mon chéri. Nous sommes si fiers. Enfin une célébration digne de cette famille. Papa hocha la tête, coupant sa dinde avec une précision chirurgicale. C'était un homme de peu de mots, mais son approbation était le soleil autour duquel notre famille gravitait. 250 000 €, c'est un investissement sérieux, fils. Mais pour toi, ça en vaut la peine. Tu l'as mérité avec cette promotion. Vice-président des ventes, corrigea Léo, bien que personne n'ait demandé. Et la structure des primes est folle. Nous regardons vers une augmentation de salaire qui nous place facilement dans la tranche d'imposition supérieure. Isabelle parle déjà à un décorateur pour la nouvelle maison. Incroyable. Maman soupira, les yeux brillants. J'ai pris une bouchée de ma farce. Elle était sèche. Personne ne m'a regardé. Personne ne m'a demandé comment s'était passé mon trajet. Personne ne m'a demandé si je voyais quelqu'un. J'étais juste un meuble, un accessoire pour remplir le siège vide et rendre la table symétrique. Puis, ma tante Carole a pris la parole. Carole était la sœur de ma mère, et elle se spécialisait dans l'art de l'insulte passive-agressive, livrée avec un sourire mielleux. Elle fit tourner son verre de vin, me regardant par-dessus le rebord comme si j'étais un spécimen curieux sous un microscope. « Et toi, Owen ?» a-t-elle demandé. La table est devenue silencieuse. Pas un silence respectueux, mais le silence gêné de gens se rappelant qu'ils avaient oublié de nourrir le chien. « Tu fais toujours ce truc informatique ? Réparer des ordinateurs dans ton petit appartement. » Léo a gloussé. C'était un bruit bas et humide, plein de condescendance. Il ne répare pas des ordinateurs, tante Carole. Il code, il joue avec des jeux vidéo dans son appartement. Il s'est tourné vers moi, un sourire en coin sur les lèvres qu'il ne prenait même pas la peine de cacher. « Comment ça va, mon pote ? Tu as réussi à payer ton loyer ce mois-ci sans demander un prêt à papa. » Mon père n'a même pas levé les yeux de son assiette. Owen sait que la banque est fermée. Léo, il a besoin d'apprendre la réalité. Ma main s'est resserrée autour de ma fourchette. Le métal s'est enfoncé dans ma paume, une douleur vive et précise qui m'a ancré. J'ai regardé autour de la table. Ma mère vérifiait son reflet dans une cuillère. Isabelle envoyait des SMS sous la table, avec une expression d'ennui sur le visage. Léo souriait,
attendant que je me recroqueville, que je marmonne quelque chose et que je détourne le regard comme je le faisais toujours. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée que le truc informatique que je faisais venait de déclencher ce matin-là un virement bancaire assez important pour acheter toute cette rue. Il ne savait pas que la Honda Civic garée dehors, celle dont il se moquait ouvertement, était la seule chose que je n'avais pas remplacée parce qu'elle me gardait humble. J'ai pris une gorgée d'eau. Le liquide froid fut un choc pour mon organisme. Je me suis raclé la gorge. En fait, ai-je dit, ma voix stable, surprenant même mes propres oreilles, je ne répare plus d'ordinateur. Oh, Léo a haussé un sourcil, sa voix dégoulinante d'un intérêt fin. Tu as été promu manager du service après-vente? Non, ai-je dit en rencontrant son regard. J'ai vendu l'entreprise. Il ne le savait pas encore, mais cette phrase était l'allumette qui allait brûler toute cette façade jusqu'au sol. Mais pour comprendre pourquoi ce moment avait un goût si doux et pourquoi il était si dangereux, vous devez comprendre d'où je viens. Vous devez revenir au début, au moment où j'ai réalisé que je ne comptais pas. J'avais 9 ans quand j'ai compris que j'étais invisible. Ce n'était pas une épiphanie soudaine. C'était une réalisation lente et froide, comme de l'eau s'infiltrant dans un sous-sol, une humidité dont on ne peut pas se débarrasser. C'était mon anniversaire. Mon 10e anniversaire, en fait. À 2 chiffres. C'est important pour un enfant. Je m'étais réveillé tôt, vibrant d'excitation, me précipitant en bas, attendant des crêpes, peut-être une bannière, comme il le faisait toujours pour Léo. La cuisine était vide, silencieuse. Mes parents étaient déjà partis travailler. Il y avait un billet de 20 € sur le comptoir avec un post-it, l'écriture était pressée, commande une pizza. Bon anniversaire, maman. Ma poitrine était vide. Ce soir-là, quand ils sont rentrés, la maison bourdonnait. J'ai cru pendant une seconde pleine d'espoir que c'était pour moi, mais non. Léo, qui avait 16 ans, venait d'être nommé capitaine de l'équipe de football. Mes parents faisaient sauter le champagne, pas du jus de pomme pétillant. Du vrai champagne coûteux. Ils ont commandé du steak dans le meilleur restaurant de la ville. C'est énorme, Léo, tonnait mon père, tapant sur le dos de mon frère si fort que ça résonnait. Capitaine en première année. C'est le billet pour l'Ivy League, ça. Un potentiel de leadership. J'étais debout sur les escaliers, agrippant le billet de 20 € froissé dans ma main moite. Je suis entré dans la cuisine, une petite voix pleine d'espoir me poussant à dire quelque chose. Maman, ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un murmure. Pas maintenant, Owen, a-t-elle dit en me dépassant avec un plateau de verre à vin. Nous fêtons ton frère. C'est une nuit très importante pour lui. Va te laver pour le dîner. Je suis allé dans ma chambre et j'ai mangé la pizza froide que j'avais commandée pour moi-même des heures plus tôt. J'ai compris alors que dans le système solaire de notre famille, Léo était le soleil, brûlant au centre, tout gravitant autour de lui, et moi, j'étais Pluton, froid, distant, à peine considéré comme une planète. L'écart n'a fait que se creuser avec l'âge. Quand Léo a eu 18 ans, il y avait une BMW série 3 toute neuve, bleu nuit, qui l'attendait dans l'allée avec un ruban rouge géant sur le capot. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre de ma chambre alors qu'il courait dehors, criant de joie, serrant mon père dans ses bras. Je pouvais sentir l'odeur du cuir neuf depuis le Porsche. Tu as besoin d'une voiture fiable pour l'université, disait papa, la voix pleine de fierté. Le succès ressemble à quelque chose, Léo. Tu dois t'habiller en conséquence, conduire la voiture qu'il faut. Projeter de la confiance. Quand j'ai eu 18 ans, 7 ans plus tard, j'ai reçu une carte. À l'intérieur, il y avait une carte cadeau d'essence de 50 €. L'essence coûte cher, m'a dit mon père sans même me regarder, tout en lisant le journal. Si tu dois conduire ce tas de rouille que tu as acheté, tu en auras besoin. Le tas de rouille était une Ford Escort vieille de 10 ans que j'avais achetée avec mon propre argent, gagnée en mettant des courses en sac pendant 2 ans. J'en avais été si fier. L'écart éducatif était pire encore. Léo est allé à Westfield Academy, une école privée avec des pelouses manucurées et des frais de scolarité coûtant plus cher que ceux que la plupart des gens gagnent en un an. Je suis allé à Franklin High, l'école publique locale avec des toits qui fuient et des classes surchargées. Une fois, j'ai rassemblé mon courage pour demander pourquoi à ma mère. Nous étions dans la voiture, juste tous les deux, un moment rare. Pourquoi Léo peut-il aller à l'école privée et moi à l'école publique?
Elle n'a même pas détourné les yeux de la route. Léo, il a besoin de plus de stimulation, chérie. Il a des talents particuliers qui ont besoin d'être nourris. Il est sensible. Elle a fait une pause, puis a ajouté la phrase qui allait définir toute mon enfance. Toi, tu es très résilient, Owen. Tu t'en sors très bien là où tu es. Tu es un survivant. Un survivant. C'était un code pour dire, nous n'avons pas besoin de nous soucier de toi, alors nous ne le ferons pas. Cela signifiait que j'étais assez coriace pour être négligé. Je n'étais pas amer au début. Je pensais honnêtement que le monde fonctionnait comme ça, certains étaient choisis, d'autres étaient ignorés. Mais cette négligence m'a donné quelque chose que Léo n'a jamais eu, la solitude. Et dans cette solitude, j'ai trouvé mon obsession. Pendant que Léo était à des fêtes ou à l'entraînement de football, j'étais dans ma chambre, une forteresse. Je démontais de vieilles radios pour les remonter. Puis, mon père a jeté un vieux ordinateur de bureau parce qu'il était trop lent pour sa comptabilité. Pour moi, c'était un portail, un univers dans une boîte beige. Je l'ai traîné dans ma chambre, je l'ai formaté, j'ai installé une version gratuite du système d'exploitation Linux, et j'ai appris à coder grâce à des livres de bibliothèque. La lumière bleue de l'écran est devenue mon seul vrai réconfort. Le code ne se souciait pas de savoir si vous étiez le fils préféré. Si la logique était solide, le code fonctionnait. C'était la seule chose juste et prévisible de ma vie. À la fin du lycée, je parlais couramment Python, Java et C++. J'ai postulé dans des universités sans le dire à mes parents. Pourquoi s'embêter? C'était mon problème, pas le leur. Quand la lettre d'acceptation de l'université du Connecticut est arrivée, avec une bourse universitaire complète pour leur programme d'ingénierie, j'étais extatique. J'avais fait tout ça tout seul. J'ai attendu le dîner pour partager la nouvelle. Une petite part idiote de moi espérait que ce serait la chose qui me ferait enfin remarquer. J'ai été admis à l'UConn, ai-je dit en posant la lettre officielle sur la table. Bourse complète. Papa l'a ramassée et l'a jetée d'un œil. UConn, c'est une université d'État, n'est-ce pas? C'est un excellent programme d'ingénierie, ai-je dit, ma voix sur la défensive. Top 50 dans le pays. Eh bien, a dit maman en beurrant un petit pain avec un soin méticuleux, au moins, c'est gratuit. Ça aide pour le budget puisque nous payons les frais de scolarité complets pour le MBA de Léo Ayel. Ce programme est incroyablement cher. Nous devrions célébrer ça, a dit papa. Mon cœur a bondi pendant une seconde. C'était ça. Allons chez Applebee's. J'ai un coupon pour un dessert gratuit. 2 ans plus tôt, quand Léo avait été admis à Yale pour sa licence, ils avaient loué une salle de bal dans un country club local. Il y avait un orchestre. Pour moi, c'était un coupon pour un gâteau au chocolat. Mais l'UConn était ma libération. Pour la première fois, je n'étais pas le petit frère de Léo. J'étais juste Owen, une page blanche. Et lors de ma 2e année, dans un cours optionnel que j'avais pris juste pour remplir un crédit, j'ai rencontré Marcus. Marcus était tout ce que je n'étais pas. C'était une montagne d'hommes, bruyant, charismatique et perpétuellement optimiste. Il était étudiant en commerce et pouvait vendre de la glace à un ours polaire tout en le faisant le remercier. Nous nous sommes rencontrés parce qu'il m'a vu coder pendant une pause, essayant furieusement de résoudre un problème. Mec, a-t-il dit en se penchant par-dessus mon épaule, son ombre couvrant mon écran d'ordinateur. C'est un algorithme pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement? J'ai levé les yeux, surpris. Personne n'avait jamais reconnu mon travail auparavant. Oui, je faisais juste des tests. Faire des tests? Marcus s'est assis, la chaise gémissant sous son poids. C'est brillant. Tu sais à quel point la logistique est le bazar en ce moment? Mon oncle dirige une entreprise de transport. C'est un cauchemar de feuilles de calcul et d'expéditions perdues. Ça pourrait régler ça. Marcus est devenu mon premier croyant. Il était le frère que Léo n'avait jamais été. Il m'a sorti de ma coquille, m'a obligé à expliquer mes idées en anglais simple et m'a mis au défi. Il ne voyait pas un enfant calme et invisible. Il voyait un cerveau qui pouvait changer une industrie. Tu as un don, Owen, m'a dit Marcus un soir devant une bière bon marché dans notre dortoir. Arrête de faire comme si tu t'excusais d'exister. Ton cerveau vaut des millions. Ne laisse jamais personne, surtout pas ta famille, te dire le contraire.
Des millions sonnaient comme une blague, un chiffre d'une autre réalité. Mais Marcus ne plaisantait pas. Nous avons commencé à travailler. Je m'occupais de la technique, Marcus du plan d'affaires. Nous avons appelé notre projet balbutiant Loisinc. L'idée était simple mais révolutionnaire, créer une plateforme utilisant l'IA pour prédire les pénuries d'inventaire avant qu'elles n'arrivent, synchronisant de manière transparente les fournisseurs avec les détaillants en temps réel. Nous travaillions depuis notre dortoir, qui sentait perpétuellement le café froid et le pop-corn au micro-ondes. Je dormais 4 heures par nuit. Mes notes ont légèrement glissé de A à B, mais je m'en fichais. Je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait. Pendant Thanksgiving de ma 3e année, j'ai fait l'erreur colossale d'essayer de partager cette partie de ma vie avec ma famille. J'étais vibrant d'excitation. Nous venions de décrocher notre premier petit test bêta non rémunéré avec l'oncle de Marcus. Je voulais leur montrer que je faisais quelque chose de réel. Je monte une entreprise, en fait, ai-je dit devant la tarte à la citrouille, ma voix tendue par la nervosité. C'est une plateforme logicielle pour la logistique. Léo, qui était rentré de son emploi de marketing à Manhattan, a ri. Il a essuyé une larme de ses yeux. C'était une moquerie pure et sans mélange. Une entreprise, a ricané Léo en regardant autour de la table comme pour dire, vous pouvez croire ce gars. Owen, faire un site web dans ta chambre n'est pas une entreprise. C'est un passe-temps. Comme le tricot, mais pour les nerfs. Ce n'est pas juste un site web, ai-je essayé d'expliquer, mes joues brûlantes. C'est une solution algorithmique pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement B2B. Ouais. Ne nous ennuie pas avec ton jargon de nerd, a interrompu Léo en levant la main. Écoute, c'est mignon. Mais ne te laisse pas distraire de tes cours. Tu as besoin de ce diplôme pour obtenir un vrai travail. Peut-être que tu pourras obtenir un poste de support informatique dans mon entreprise. Je pourrais glisser un mot, t'obtenir un entretien. C'est un travail stable. L'offre de l'aumône, l'insulte ultime. J'ai regardé mon père, mon dernier espoir. Papa, ça montre vraiment des promesses. L'oncle de Marcus l'utilise déjà. Papa a soupiré. Un son long hélas, comme si mon ambition était un fardeau personnel pour lui. Il avait l'air fatigué. Owen, écoute ton frère. Il connaît le monde de l'entreprise. Arrête de jouer à ces jeux et concentre-toi sur la réalité. Les rêveurs meurent de faim. Les hommes d'action comme Léo, ils mangent. C'est un monde difficile et tu as besoin d'un salaire fixe. Ce moment fut le tournant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas quitté la table furieusement. Quelque chose en moi s'est simplement éteint. La minuscule flamme d'espoir de pouvoir un jour gagner leur approbation venait de s'éteindre. C'était fini. J'ai regardé Léo, son visage satisfait, et je n'ai plus ressenti de colère. J'ai ressenti une détermination froide et claire, regarde-moi bien. Je suis retourné à l'école ce dimanche-là et j'ai pris une décision. J'ai supprimé les coordonnées de mes parents de la liste des favoris de mon téléphone. J'ai dit à Marcus, on ne dort pas tant que ça n'est pas lancé à plein temps. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison, a demandé Marcus en voyant le nouveau regard dur dans mes yeux. Ma famille pense que c'est un jeu, ai-je dit en ouvrant mon ordinateur. La lumière bleue illuminait mon visage. Je vais leur montrer comment on joue à ce jeu. C'était la dernière fois que je demandais à ma famille conseil, approbation, ou quoi que ce soit d'autre. J'ai construit un mur, et derrière ce mur, j'ai bâti un empire. Les 2 années suivantes furent un flou de caféine, de code et de rejet. Marcus et moi avons obtenu nos diplômes, mais nous n'avons pas cherché d'emploi. Nous avons emménagé dans un appartement exigu de 2 chambres dans un quartier douteux du Queens. Notre premier bureau était le salon, rempli de 2 bureaux, d'un tableau blanc couvert de gribouillis frénétiques et d'une machine à café allumée 24h24. Nous mangions des nouilles ramen si souvent que ma sueur commençait à sentir le sodium. Mais le logiciel fonctionnait. Mieux que fonctionner, c'était magique. Notre première vraie chance est venue d'un distributeur d'épicerie régionale de taille moyenne. Il perdait une fortune en produits laitiers périmés. J'ai passé une semaine à intégrer Loisinc dans leurs systèmes archaïques. En un mois, nous leur avons fait économiser 40 000 €. Juste comme ça, le PDG, un homme bourru nommé Monsieur Henderson, qui semblait manger des clous au petit déjeuner, nous a convoqués dans son bureau. Il a regardé le rapport que j'avais généré,
puis nous deux gamins à peine sortis de l'université. Je ne comprends pas comment ce bordel fonctionne, a dit Henderson en jetant les papiers sur son bureau. C'est du vaudou, mais les chiffres ne mentent pas. Je veux une licence exclusive pour ma région. Nous ne faisons pas d'exclusivité, a dit Marcus avec fluidité, me donnant un coup de pied sous la table pour m'empêcher de parler. L'exclusivité limiterait notre potentiel de croissance. Mais ce que nous pouvons faire, c'est vous signer un contrat d'entreprise de 2 ans, pour 50 000 €. Mon cœur s'est arrêté. 50 000 €. Nous espérions 5, peut-être 10. Henderson a grogné, a mâchouillé un cigare non allumé. Bien. Vous, les gamins, vous savez négocier. Où est-ce que je signe? Sortir de cet immeuble de bureau sous le soleil de New York avec un chèque de 50 000 € fut la plus grande euphorie de ma vie. C'était plus que de l'argent. C'était une validation. C'était une preuve. Nous sommes retournés dans notre appartement miteux, avons commandé la pizza la plus chère du menu et avons fait sauter un bouchon de champagne bon marché qui a moussé sur la moquette tachée. Au jeu, a toasté Marcus en faisant teinter son gobelet en plastique contre le mien. Au jeu, ai-je répondu, un vrai sourire s'étendant sur mon visage pour la première fois depuis des années. Ces 50 000 € n'étaient que l'étincelle. Henderson s'est vanté de son arme secrète lors d'une conférence commerciale. Les appels ont commencé à affluer. D'abord des dizaines, puis des centaines. Loisinque n'était pas juste une bonne idée, c'était essentiel. À 24 ans, nous avions des contrats avec des détaillants nationaux. Nous avons emménagé dans un vrai bureau avec une fenêtre. À 25 ans, nous avions 47 employés et nos revenus annuels atteignaient 7 millions €. Ma famille ne savait rien de tout cela. Quand j'ai rendu visite pour Noël cette année-là, j'ai garé ma nouvelle Audi A8, une célébration tranquille pour moi-même, à 3 pâtés de maison et j'ai marché jusqu'à la maison pour qu'ils ne la voient pas. Je portais des vêtements simples, un vieux pull et un jean. Tu conduis toujours cette vieille Ford, a demandé papa quand je suis entré, sans lever les yeux du match de football à la télé. Elle m'emmène d'un point A à un point B, ai-je menti. Les mots avaient un goût de cendre. Eh bien, Léo vient d'avoir la nouvelle Tesla Model S, a rayonné maman depuis la cuisine. C'est incroyable. Silencieuse, si luxueuse. Peut-être qu'il pourra t'emmener faire un tour un jour pour que tu saches ce que la vraie qualité signifie. Ce serait gentil, ai-je dit, ma voix plate. Je menais une double vie, le fils invisible à la maison et le PDG technologique en ville. Mais chaque empire fait face à un siège. Le nôtre ne venait pas d'un concurrent, mais de l'intérieur. À mesure que l'entreprise grandissait, j'ai fait une erreur classique, j'ai laissé la sentimentalité troubler mon jugement. Mon cousin Kyle, le fils de tante Carole, m'a contacté. Il était en difficulté. Il avait échoué à l'université communautaire et ne pouvait pas garder un emploi. Tante Carole m'a appelé, la voix pleine de fausses larmes, me demandant si je connaissais quelqu'un qui recrutait. Juste quelque chose de simple. Owen, peut-être l'aider avec tes réparations informatiques. Il est doué de ses mains. Elle pensait toujours que je réparais des ordinateurs. Le récit familial était gravé dans la pierre. Contre mon meilleur jugement, contre une intuition hurlante dans mes tripes, j'ai embauché Kyle. Je lui ai donné un travail de saisie de données chez Loisinque. C'était une tâche simple et répétitive, mais je lui ai versé un salaire pour lequel il n'était absolument pas qualifié, 60 000 € par an, plus des avantages sociaux complets. Je pensais aider la famille. Je pensais être une bonne personne. Merci beaucoup, Owen, a dit Kyle lors de son premier jour, regardant autour de notre bureau moderne et animé avec de grands yeux envieux. Je ne te décevrai pas. Je te le jure. Pendant 6 mois, tout allait bien. Il était médiocre, mais il venait travailler. Puis, nous avons commencé à perdre des appels d'offres. Spécifiquement, nous avons perdu 3 contrats majeurs, qui changeaient la donne, face à un concurrent impitoyable, Supply Chain X, dirigé par un transfuge de la Silicon Valley nommé Derek. Derek était un requin. Il essayait de nous écraser depuis 1 an. La partie bizarre était que les propositions de Derek sous-coupaient les nôtres avec des marges exactes et microscopiques. C'était comme s'il était assis dans nos réunions. Il connaissait notre stratégie de prix au centime près. Il devait y avoir une fuite. J'ai lancé un audit interne discret. Je n'en ai parlé à personne,
sauf à Marcus. J'ai suivi les journaux de connexion, l'accès aux emails, tout. C'était tard un mardi soir. Le bureau était vide. Le seul son était le bourdonnement des serveurs. Je fixais l'écran, mes yeux brûlaient, et mon estomac est tombé dans un œuf froid et dur. Le compte de Kyle accédait à nos fichiers de tarification les plus confidentiels de manière répétée, toujours après minuit. Je me suis senti comme si on m'avait frappé au ventre. Je ne voulais pas le croire. C'était trop cliché, trop laid. J'ai sorti les images de la caméra de sécurité du couloir de la salle des serveurs. Il était là, mon cousin, assis à son bureau à 2 heures du matin, prenant des photos de l'écran avec son téléphone comme un voleur ordinaire. J'ai appelé Marcus. Ma voix était un coassement. C'est Kyle. J'arrive tout de suite, a dit Marcus, sans poser de questions. La confrontation le lendemain matin fut le moment le plus laid de ma vie professionnelle. J'ai appelé Kyle dans mon bureau vitré. Marcus se tenait près de la porte, les bras croisés, un géant silencieux et intimidant. J'ai tourné mon écran pour que Kyle puisse voir les photos claires de lui-même, illuminées par la lueur de l'écran qu'il trahissait. Combien d'Erect t'a-t-il payé, ai-je demandé. Ma voix était calme, morte de calme. C'est ce qui l'a effrayé. Je ne criais pas. Le visage de Kyle est devenu pâle, puis d'un rouge tacheté et défensif. Il ne s'est pas excusé. Il n'a même pas eu l'air honteux. Il est devenu furieux. Tu as tout, a lâché Kyle, sa voix se brisant. Tu te promènes ici comme un roi. Tu n'as même pas dit à la famille que tu possèdes cet endroit. Ma mère pense que tu es un perdant qui galère à payer son loyer. Et là, tu es assis sur des millions. Ce n'est pas juste, Owen. Tu étais censé être le perdant de la famille. Je méritais une part de ça. Tu avais un salaire, ai-je dit, ma voix toujours calme. Tu avais une assurance santé. Tu avais une chance de construire quelque chose. Je t'ai donné ça. Derek m'a donné 10 000 euros par contrat, a craché Kyle. 30 000 euros de plus que ce que j'ai jamais vu de ma vie. 30 000 euros. Il a vendu notre avenir, les emplois de nos employés, ma confiance pour 30 000 euros. Sors, ai-je dit. Maintenant. J'ai poussé un document pré-rédigé sur la table. C'est un accord de non-divulgation et un accord de licenciement. Tu vas le signer. Et Kyle, si jamais tu souffles un mot à propos de cette entreprise à quiconque dans la famille, je déchaînerai toute la force de mon équipe juridique sur toi. Je te poursuivrai pour espionnage industriel, et je le financerai personnellement jusqu'à ce que tu sois vieux et gris. Mon avocat s'en assurera. Il a signé, sa main tremblante de rage, pas de remords. Il est parti. Ce jour-là, j'ai appris une leçon difficile, le sang partagé ne signifie pas une loyauté partagée. J'ai renvoyé mon cousin et j'ai senti un morceau de mon cœur se transformer en pierre. J'en avais fini de jouer les gentils. Je me suis recentré avec vengeance. Nous avons utilisé la fuite à notre avantage. Nous avons nourri Derek avec de fausses informations sur notre prochain appel d'offres. Il a proposé un prix bas, et nous sommes arrivés juste en dessous avec un produit supérieur, l'exposant comme un amateur. Nous avons écrasé le supply chain X au trimestre suivant. Je l'ai chassé du marché en 1 an. À 28 ans, Loisinc n'était pas seulement un leader du marché, nous étions le marché. Et puis, les requins sont arrivés pour se nourrir. Mais cette fois, ils voulaient acheter, pas détruire. L'email est arrivé directement dans ma boîte de réception privée, contournant tous les gardiens que j'employais. L'objet était simple et terrifiant, enquête d'acquisition, Innovix Technologies. Innovix était un géant, un titan technologique, une bête du Fortune 500 qui mangeait des entreprises comme la mienne au petit déjeuner. Leur PDG était Evelyn Reed, une femme connue comme la dame de fer de la technologie, une légende qui avait brisé plus de plafonds de verre qu'une tempête de grêle. Je l'ai rencontrée dans une salle de conférence stérile au 80e étage d'un gratte-ciel à Manhattan. La vue sur la ville donnait le vertige. Evelyn ne faisait pas de politesse. Elle avait 60 ans, des yeux perçants qui semblaient lire à travers vous. « Je vous observe, Owen », a-t-elle dit, sa voix calme et autoritaire. « Vous avez construit un système propre, élégant. Il menace mon logiciel de logistique, qui est une division à 1 milliard d'euros par an pour moi. Je n'aime pas les menaces. Je préfère les posséder.
Je ne cherche pas à vendre, ai-je dit en me penchant en arrière, essayant de projeter une confiance que je ne ressentais absolument pas. Marcus, assis à côté de moi, m'a donné un coup de pied violent sous la table, mais j'ai tenu bon. Tout le monde cherche à vendre, Evelyne a souri, un sourire mince et connaisseur. Ce n'est qu'une question de chiffres. Elle a fait glisser une seule feuille de papier sur la vaste table. Ce n'était pas une proposition complexe. C'était juste un chiffre, 120 millions d'euros. Marcus a cessé de respirer. Je pouvais littéralement entendre l'air se coincer dans sa gorge. J'ai regardé le chiffre. C'était un chiffre qui changeait une vie. C'était un chiffre qui permettait de ne plus jamais travailler. C'était un chiffre qui permettait d'acheter un petit pays. C'était plus d'argent que n'en avait jamais vu ma famille réunie sur des générations. Mais j'ai regardé Evelyne. J'ai pensé aux nuits au ramen, à la trahison de Kyle, aux nuits blanches. Mes projections internes basées sur notre trajectoire de croissance actuelle et notre pénétration du marché montrent que nous doublerons notre valorisation dans 18 mois. C'est une offre sous-évaluée, Evelyne. Avec tout le respect que je vous dois. Elle m'a regardé pendant un long moment, étudiant mon visage. Son expression n'a pas changé. Vous avez du cran. J'aime ça. La plupart des gamins de votre âge se seraient évanouis ou auraient commencé à pleurer. Je l'ai déjà vu arriver. Je ne suis pas un gamin, ai-je dit. Et c'est l'œuvre de ma vie. Elle a un prix. Nous avons négocié pendant 3 semaines brutales. C'était épuisant, des flottes d'avocats, des armées de comptables, fouillant dans chaque ligne de code que j'avais jamais écrite. La pression était immense. Au milieu de la semaine la plus stressante de ma vie, alors que nous finalisions les détails de l'accord, mon téléphone a sonné. L'écran affichait la maman. J'ai fixé l'écran. Mon cœur a coulé. J'étais dans une pièce avec 10 avocats discutant des droits de propriété intellectuelle et des batailles de garde potentielles sur du code. Je me suis excusé, sortant dans le couloir donnant sur la ville. « Allô, Owen, c'est maman » a-t-elle dit. Sa voix était vive, impatiente. « Écoute, la fête de fiançailles de Léo arrive. Nous faisons une liste de mariage chez Williams-Sonoma. Je viens de la consulter en ligne et j'ai remarqué que tu n'avais pas encore envoyé de cadeau. Le batteur sur Socle KitchenAid est toujours disponible. C'est celui en argent. » J'ai fermé les yeux et me suis frotté les tempes si fort que j'en ai vu des étoiles. « Salut, maman. J'ai été un peu occupé avec le travail. » « Occupé avec quoi ? » ? « À réparer des disques durs. » Elle a soupiré, le son crépitant d'électricité statique et de déception. « Écoute, envoie juste un mixeur ou quelque chose. Ne nous embarrasse pas en te présentant les mains vides. Oh, et pour l'amour du ciel, coupe-toi les cheveux avant Thanksgiving. Tu ressemblais à un vagabond la dernière fois qu'on t'a vu. Ça donne une mauvaise image de la famille. » Elle a raccroché. Pas de « comment vas-tu » ? Pas de « je t'aime ». Juste un ordre et une insulte. J'étais là dans le couloir d'un gratte-ciel, tenant un téléphone qui coûtait 1000 €, portant un costume à 5000 €, au milieu d'un accord qui ferait de moi un centimillionnaire, et tout ce qu'elle pouvait voir, c'était un vagabond en retard pour acheter un mixeur à son frère parfait. Je suis retourné dans la salle de conférence. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Finissons, ai-je dit à Evelyne, ma voix froide et dure. Mon offre finale, 310 millions, rachat total. Je reste consultant pendant 1 an pour assurer une transition fluide. C'est le prix pour l'œuvre de ma vie. Evelyne a fait une pause. Elle a tapoté son stylo sur la table. Un son rythmé et exaspérant. C'est conclu. L'accord a été conclu un mardi, 2 semaines avant Thanksgiving. Après les impôts, les frais juridiques, et le paiement de Marcus et de nos premiers investisseurs, je suis reparti avec une fortune personnelle nette de 152 000 €. J'ai fixé mon nouveau compte bancaire privé sur l'écran de mon ordinateur. Le nombre était si long qu'il avait des virgules dont j'ignorais l'existence. Ça semblait faux. J'étais assis dans mon Penthouse à Brooklyn, que j'avais acheté discrètement sous une société écran, et je n'ai rien ressenti. Pas de confetti, pas de parade, juste un silence profond et résonnant. Je suis allé voir ma thérapeute, le docteur Evans, une femme aimable qui m'avait aidé à déballer des années de négligence émotionnelle. « Pourquoi veux-tu y retourner » a demandé le docteur Evans, sa voix douce. « Tu as l'argent.
Tu as le succès. Tu n'as plus besoin de leur approbation. Pourquoi aller à Thanksgiving? Parce que, ai-je dit en fixant le sol, les mots sortant lentement, j'ai passé toute ma vie à penser que si seulement j'accomplissais assez, si je devenais assez performant, ils finiraient par me voir. Maintenant, j'ai accompli plus qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. J'ai besoin de savoir si c'était vraiment à propos du succès, ai-je dit en la regardant. Ou s'ils ne m'aimaient tout simplement pas. J'ai besoin de fermer le livre. J'ai besoin de voir leur visage quand ils réaliseront qu'ils ont misé sur le mauvais cheval. Et si tu obtiens la réaction à laquelle tu t'attends, qu'est-ce qui se passe, a demandé le docteur Evans. Alors je pourrai enfin partir, ai-je dit. Pour de bon. J'ai décidé d'y aller. Mais je n'y allais plus en tant que suppliant. Je n'étais plus le petit garçon espérant une tape sur la tête. J'allais comme un scientifique menant une expérience brutale finale. J'ai conduit ma vieille Honda Civic jusqu'au Connecticut. Je portais un pull simple et un jean que je possédais depuis des années. Je voulais qu'ils me traitent exactement comme ils l'avaient toujours fait. Je voulais leur donner une dernière chance d'être des gens décents avant de lâcher le marteau, avant de brûler leur monde jusqu'au sol. De retour à la table du dîner. La porcelaine coûteuse, l'argenterie brillante, la dinde qui refroidissait. J'ai vendu l'entreprise, venais-je de dire. Le silence qui a suivi était épais de condescendance. Léo a été le premier à briser le silence. Il a posé son verre de vin avec un bruit sourd et dramatique, un sourire narquois plaqué sur le visage. Tu as vendu ta petite entreprise de réparation, a demandé Léo en regardant autour de la table pour obtenir la validation de son public. Tu as vendu ta liste de clients à un autre gars de Geek Squad? Tu as fait quelques milliers d'euros? Bravo pour toi, petit frère. Un peu d'argent de Noël supplémentaire. C'est gentil, Owen, a dit maman avec dédain, sans même me regarder. Elle était entièrement concentrée sur Léo. Peut-être que maintenant tu peux utiliser cet argent pour obtenir une vraie certification. Léo, mon chéri, parle-nous encore de la lune de miel. Vous voyagez vraiment en première classe. Suite privée, maman, a corrigé Léo en gonflant le torse. Émirats, c'est la seule façon de voyager. Champagne et caviar à 12 000 mètres d'altitude. Je n'ai pas vendu une entreprise de réparation, ai-je dit un peu plus fort cette fois, ma voix coupant leur bavardage. J'ai vendu au Loisinc, mon entreprise de logiciels. Papa a enfin levé les yeux de son assiette. Son front s'est froncé d'agacement face à l'interruption. Loi. Quoi? Jamais entendu parler. Ça ressemble à un autre de tes projets stupides. Innovix Technologies l'a fait, ai-je dit, laissant le nom flotter dans l'air. Evelyn Reed l'a fait. Isabelle, la fiancée de Léo, s'est figée en pleine gorgée de vin. Elle travaillait dans les relations publiques. Elle connaissait les noms. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Evelyn Reed, la PDG d'Innovix? Tu as rencontré Evelyn Reed. Son ton avait changé, de l'ennui à l'intrigue. Elle a acheté l'entreprise, ai-je dit calmement. Léo a ri à nouveau, mais cette fois c'était tendu. Un peu trop fort. Ok. Blague drôle. Owen, tu es un vrai comédien. Tu as rencontré une PDG. Bien sûr. Pour combien elle l'a acheté? Elle a payé ton déjeuner dans le cadre du contrat. J'ai laissé le silence s'installer un moment. J'ai regardé chacun d'eux. Ma mère, mon père, ma tante, mon frère. J'ai pris une gorgée d'eau lente et délibérée. Elle a payé 310 millions d'euros, ai-je dit. La pièce est devenue totalement silencieuse. On pouvait entendre le réfrigérateur bourdonner dans la cuisine. Le tic-tac de l'horloge dans le hall sonnait comme un battement de tambour. Léo a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le prix d'acquisition était de 310 millions, ai-je répété, ma voix égale et claire. J'étais l'actionnaire majoritaire. Je possédais 51% après les impôts, les frais juridiques et le paiement de mon associé et de mes premiers investisseurs. J'ai fait une pause. Je les ai laissés là, suspendus. J'ai regardé tante Carole, qui tenait son verre de vin à mi-chemin de sa bouche, figée comme une statue. J'ai regardé ma mère, dont la mâchoire était tombée, sa bouche formant un O parfait d'incrédulité. J'ai regardé mon père, dont le visage se vidait de toute couleur,
le laissant d'un gris pâteux et maladif. J'ai encaissé 160 millions d'euros, ai-je dit. Le virement bancaire a atteint mon compte hier matin. Léo a craché. Le mot a explosé de lui. Il a frappé la table, faisant sauter l'argenterie. Tu mens. Tu es un menteur pathologique. Tu vis dans une décharge. Tu conduis une Honda. Tu inventes ça pour voler ma vedette parce que tu es jaloux de mon succès. Léo, calme-toi, a dit papa. Mais sa voix tremblait. Il m'a regardé, ses yeux suppliants. Owen, des blagues comme ça sur l'argent, ce n'est pas drôle. C'est de mauvais goût. Je ne plaisante pas, papa. Prouve-le, a exigé Léo. Il s'est levé, son visage d'un rouge tacheté et furieux. Prouve-le. Montre-moi ton compte bancaire maintenant ou sors de ma maison. C'est la maison de maman et papa, Léo, ai-je dit doucement, la correction comme une piqûre d'aiguille dans son ego. Montre-le, a-t-il hurlé, de la salive volant de sa bouche. J'ai lentement mis la main dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone. Les mouvements simples et délibérés semblaient aspirer tout l'air de la pièce. J'ai ouvert mon application bancaire. Facide m'a connecté. J'ai tapé sur l'écran récapitulatif montrant mes comptes courants et d'épargne. J'ai fait glisser le téléphone sur la table en acajou poli. Il a tourné lentement, un miroir sombre reflétant les visages choqués au-dessus de lui, et s'est arrêté directement devant mon père. Papa a baissé les yeux. Il a plissé les yeux. Il s'est penché en avant, tirant ses lunettes de lecture de la poche de sa chemise. Il n'a pas bougé pendant ce qui a semblé une éternité. 10 secondes. 20. Oh mon Dieu, a-t-il chuchoté. Les mots étaient une prière ou une malédiction. Quoi, a demandé maman, sa voix un murmure frénétique. Richard, qu'est-ce que c'est? Papa a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'un mélange terrifiant de choc, d'émerveillement et d'une émotion que je n'avais jamais vue diriger vers moi auparavant, la peur. C'est 25 500 000 euros sur le compte courant. Ce n'est que la liquidité, ai-je dit calmement en reprenant une gorgée d'eau. Le reste est dans un fonds de gestion et un portefeuille d'investissement diversifié. Mes conseillers financiers ont insisté là-dessus. Isabelle a arraché le téléphone de la main résistante de papa. Elle a fixé l'écran, son calme professionnel complètement disparu. C'est réel. C'est l'interface client privée de Chess. Elle m'a regardé, ses yeux soudain affamés, calculateur. Owen, tu as fait ça? Léo a arraché le téléphone de sa main. Il l'a fixé, ses propres mains tremblant si fort que l'écran était flou. Non, a murmuré Léo, secouant la tête. Non, c'est faux. Tu l'as piraté. Tu as fait une fausse application. Ce n'est pas réel. C'est réel, Léo, ai-je dit, ma voix dénuée d'émotion. Tape Innovix acquiert Loisinque sur Google. C'est passé dans les nouvelles économiques ce matin. Isabelle, déjà une étape devant, avait sorti son propre téléphone. Ses doigts parfaitement manucurés volaient sur l'écran. Elle a halté. Un son aigu, théâtral. C'est sur Bloomberg et le Wall Street Journal. Innovix acquiert la licorne logistique Loisinque dans un accord stupéfiant de 310 millions d'euros. Le fondateur Owen Reed reste consultant. Elle m'a regardé comme si je venais de faire pousser une deuxième tête. Tu es le fondateur. Tu es Owen Reed. J'ai toujours été Owen Reed, ai-je dit, ma voix froide. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder. Le barrage du déni a cédé et un raz-de-marée d'émotions chaotiques a inondé la pièce. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a crié maman. Sa voix était stridente, accusatrice. Owen, nous sommes ta famille. Comment as-tu pu nous cacher un secret comme celui-ci? Parce que, ai-je dit en me levant, ma chaise raclant bruyamment le sol, si je vous avais parlé de mon idée, vous m'auriez dit que c'était une erreur. Vous m'auriez dit d'abandonner et de trouver un vrai travail. Ou pire, maintenant que c'est un succès, vous auriez essayé d'en retirer le crédit. Nous t'aurions soutenu, a crié papa, trouvant enfin sa voix. Elle a résonné dans la pièce silencieuse. Nous sommes tes parents. Nous avons toujours tes intérêts à cœur. Me soutenir? J'ai ri. C'était un son froid,
aigu et les qui étaient enterrés en moi depuis 20 ans. Papa, quand j'ai obtenu une bourse complète pour l'université, tu m'as emmené chez Applebee's. Quand j'ai essayé de te parler de l'entreprise, tu m'as dit de trouver un travail de support informatique. Quand je suis entré ici ce soir, tante Carole a demandé si je réparais toujours des ordinateurs. Vous ne vouliez pas me soutenir. Vous vouliez que je reste petit, que je reste dans mon couloir pour que Léo puisse briller. Vous ne vouliez pas de soleil dans le ciel. Léo avait l'air d'aller vomir. Toute la fondation de son monde, sa supériorité sans effort, venait d'être pulvérisée. La BMW, la promotion, la tranche d'imposition supérieure, tout ressemblait à de l'argent de poche, comme l'allocation d'un enfant comparé aux chiffres qu'il venait de voir sur mon téléphone. Toute sa vie n'était qu'un trophée de participation. Tu as fait ça exprès, a sifflé Léo, sa voix tremblante d'un mélange toxique de rage et d'humiliation. Tu as attendu. Tu as attendu aujourd'hui, pour ma fête de fiançailles. Tu es venu ici pour m'humilier, pour ruiner ma vie. Je ne suis pas venu ici pour t'humilier, Léo, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure, mais elle a traversé la pièce comme un rasoir. Je suis venu ici pour voir si l'un de vous pouvait m'aimer sans l'argent, et vous m'avez donné ma réponse. La réponse est non. J'ai tendu la main et repris mon téléphone. Je ne t'envie pas, Léo, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Je te plains. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, t'a été donné. La voiture, les frais de scolarité, l'acompte de ta maison que tu attends que papa fournisse. Tu n'as jamais construit une seule chose de ta vie. Tu n'es pas un succès. Tu es un animal de compagnie. Un animal bien nourri et bien soigné à qui l'on a remis un ruban bleu. J'ai fait une pause. Et le plus triste, c'est que sans l'argent de papa, ton futur héritage est maintenant une fraction de ce que j'ai fait en une seule transaction. Sors, a chuchoté papa, la voix rauque. Quoi? Sors, a rugi papa, son visage violet, une veine battant sur sa tempe. Tu entres dans ma maison. Tu manques de respect à ton frère. Tu manques de respect à cette famille. Prends ton argent sale et dégage. Avec plaisir, ai-je dit. J'ai marché vers la porte. Ma mère a couru après moi, ses talons claquant sur le parquet. Owen, attends. Elle a attrapé mon bras. Son emprise était comme un étau. Ne sois pas comme ça. Ton père est juste sous le choc. Nous pouvons en parler. Nous devons discuter de la façon de gérer cette richesse. Tu n'es qu'un garçon. Tu ne connais rien aux impôts, aux fonds fiduciaires. Nous sommes ta famille. J'ai regardé sa main sur mon bras. La même main qui ne m'avait pas fait de gâteau pour mon 10e anniversaire. La même main qui avait écrit le post-it avec le billet de 20 €. J'ai des conseillers financiers, maman, ai-je dit en retirant mon bras de son emprise avec une finalité qui l'a fait tressaillir. J'ai des avocats. J'ai des comptables. J'ai une équipe. Et j'ai une nouvelle vie. Oh, s'il te plaît, a-t-elle plaidé, le désespoir et l'avidité se battant dans ses yeux. Le mariage. La maison de Léo. L'entreprise ne marche pas très bien. Nous pourrions vraiment. Ne le fais pas, ai-je coupé, ma voix comme de la glace. Juste, ne le fais pas. Je suis sorti par la porte d'entrée dans l'air froid de novembre. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma vieille Honda Civic fiable. Le moteur a démarré bruyamment, un son provocateur et non raffiné dans le quartier calme et riche. Alors que je reculais dans l'allée, je les ai vus debout devant la grande baille vitrée, illuminée par la lumière chaude de la maison. Un portrait de famille parfait, maintenant brisé en 1 million de morceaux. Ils me regardaient, une famille d'étrangers, leur visage un mélange d'horreur et de désir désespéré. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment libre. J'ai conduit sans but pendant 1 heure avant de m'installer dans un hôtel haut de gamme. Je ne voulais pas encore retourner dans mon pantouse en ville. J'avais besoin d'un espace neutre pour décompresser. J'ai commandé un steak ridiculement cher au service d'étage et je me suis assis dans le silence, m'attendant à me sentir triste, en colère, ou même triomphant. Mais non. Je me sentais léger. C'était comme si j'avais porté un sac à dos rempli de briques sur mes épaules pendant 28 ans et que je l'avais enfin lâché. Le poids de leurs attentes, de leur déception, de leur indifférence, c'était parti. Le silence n'a pas duré longtemps.
dès le lendemain matin, mon téléphone à un numéro qu'ils avaient encore explosé. 20 appels manqués de maman, 10 de papa, un SMS de Léo qui n'était qu'une chaîne d'insultes, et puis le plus pathétique de tous, d'Isabelle et Owen, j'adorerais en savoir plus sur ton entreprise un de ces jours. Peut-être prendre un café. Léo est un tel connard à propos de tout ça. Je pense que nous avons plus en commun que tu ne le penserais. J'ai ri aux éclats et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Ensuite sont venus les singes volants, les membres de la famille élargie envoyés comme émissaires. Tante Carole a appelé, la voix dégoulinant de préoccupation. Owen, mon chéri, ta mère est terriblement bouleversée. Tu sais comment est ton père. Peut-être devrais-tu juste les appeler. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis une décennie ont envoyé des messages Facebook, et, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu réussis super bien. On devrait vraiment se rattraper. J'ai changé de numéro cet après-midi-là, mais ils n'en avaient pas fini. Ils étaient comme des requins ayant senti du sang dans l'eau. Une semaine plus tard, un coursier est arrivé à mon nouveau bureau chez Underdog Venture. Il m'a tendu une enveloppe épaisse et menaçante. C'était une lettre d'un cabinet d'avocats que je reconnaissais comme l'un des plus agressifs de l'État. Mes parents menaçaient d'une action en justice. La lettre était un chef-d'œuvre de fiction juridique. Elle prétendait que, puisque j'avais vécu sous leur toit pendant le développement des concepts initiaux de mon entreprise, ce qui était un mensonge éhonté. Je l'ai commencé dans mon dortoir d'université où ils avaient droit à une partie de la propriété intellectuelle en tant qu'investisseurs initiaux via leurs prestations de logement et de nourriture. Ils réclamaient 5 millions d'euros en règlement pour couvrir les coûts significatifs d'éducation privée et d'investissement émotionnel. Éducation privée ? Je suis allé dans une école publique. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer avec mon café. C'était désespéré. C'était pathétique. C'était la chose la plus prévisible qu'ils auraient pu faire. J'ai appelé mon avocat personnel, un homme nommé Monsieur Sterling, réputé pour être un tueur absolu au tribunal. C'est une blague, non, ai-je demandé en lui envoyant un scan de la lettre. C'est une extorsion, Owen, a dit Sterling, sa voix calme et ennuyée. Une manœuvre narcissique classique. Ils n'ont aucun dossier juridique, pas une jambe sur laquelle se tenir. Mais ils espèrent que tu leur paieras des frais de départ pour éviter la mauvaise publicité et la laideur d'un conflit familial public, un divorce des actifs familiaux, pour ainsi dire. Je ne leur paierai pas un centime, ai-je dit, ma voix dure. Bien, a dit Sterling. Parce que nous n'allons pas jouer la défense, nous allons jouer l'attaque. Voici ce que nous faisons, nous rédigeons une réponse. Nous menaçons d'une contre-poursuite pour des décennies de détresse émotionnelle, de négligence documentée des enfants et de harcèlement continu. Et puis nous ajoutons un peu de piquant, nous leur faisons savoir que s'ils procèdent, nous assignerons et auditerons chaque déclaration de revenus et transactions commerciales de l'agence d'assurance de ton père pour les 20 dernières années. S'ils veulent une guerre pour un investissement inexistant, nous amènerons une bombe nucléaire sur leur porte financière. Nous avons envoyé la lettre. La réponse fut immédiate, un silence absolu. Ils ont abandonné la réclamation dans les 24 heures. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. Ils voulaient juste voir si j'étais toujours le petit garçon faible qu'ils pouvaient intimider. Je ne l'étais pas. Ce garçon était parti pour toujours. Quelques jours avant Noël, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. J'en avais assez du drame. Allô, ai-je dit, ma voix prudente. Owen ? C'était une voix d'homme, rude, hésitante. C'est ton oncle Ben. Oncle Ben était le frère cadet de mon père, le calme. Celui qui buvait généralement un peu trop aux réunions familiales et restait dans le coin, observant tout avec des yeux tristes. Salut, oncle Ben, ai-je dit, me protégeant. Si c'est à propos de mes parents, si tu appelles pour demander de l'argent, non. Pas d'argent. Dieu, non, a-t-il interrompu rapidement, sa voix tendue. Je ne ferai jamais ça. Il a fait une pause. Je pouvais l'entendre prendre une respiration tremblante. Je voulais juste dire que j'ai vu ce qui est arrivé. Ben a dit, à Thanksgiving, j'ai entendu parler de la lettre des avocats, et je voulais juste. Je voulais m'excuser. M'excuser pourquoi? Tu n'as rien fait. Exactement, a dit Ben, la voix se brisant avec une émotion que je ne pouvais pas identifier. C'est le point.
Je n'ai rien fait. Pendant 20 ans, je les ai regardés te traiter comme si tu n'existais pas. J'ai regardé ton père te pousser de côté chaque fois que tu essayais de lui montrer quelque chose. J'ai regardé ta mère se pâmer devant Léo et t'ignorer. Et je n'ai jamais dit un mot car j'avais peur de ton père. Peur de faire des vagues. J'étais un lâche, Owen. Et je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai senti une bosse se former dans ma gorge. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait la réalité de mon enfance. La première fois que quelqu'un disait, je l'ai vu aussi. Tu n'étais pas fou. Merci, Ben, ai-je chuchoté, ma voix épaisse. Ça signifie plus que tu ne le sais. Tu as bien fait, gamin, a dit Ben, sa voix un peu plus forte maintenant. Tu as bien fait. Tu ne leur dois rien du tout. Ne les laisse pas te faire sentir coupable. Joyeux Noël. Joyeux Noël, oncle Ben. Cet appel de 5 minutes m'a donné plus de clôture que les 160 millions d'euros ne pourraient jamais le faire. Le temps est une chose étrange. Une fois que vous éliminez les éléments toxiques de votre vie, vous réalisez combien d'énergie vous gaspillez juste à essayer de leur survivre. Avec cette énergie libérée, vous pouvez enfin commencer à vivre. 2 ans ont passé en un éclair. Je n'ai pas seulement consulté pour Innovix. J'ai pris mon argent et mon expérience pour lancer mon propre fonds de capital risque. Je l'ai appelé Underdog Venture. Nous nous sommes concentrés spécifiquement sur le financement de fondateurs issus de milieux non traditionnels, des enfants qui allaient dans des écoles publiques, des enfants qui n'avaient pas d'oncle riche pour leur faire leur premier chèque. Des enfants à qui on avait dit que leurs idées n'étaient que des projets stupides. Je n'investissais pas seulement de l'argent, j'investissais de la croyance. J'ai rencontré Chloé lors d'un gala de charité pour une association qui enseigne le codage aux enfants des quartiers défavorisés. J'étais donateur. Elle était l'oratrice principale. C'était une architecte brillante passionnée par la construction de logements durables et abordables. Elle était drôle, intelligente et elle ne savait pas qui j'étais. Quand je me suis présenté, elle n'a pas été impressionnée par ma valeur nette. Elle a été impressionnée que j'ai réellement lu son dernier article sur le design urbain. Lors de notre premier rendez-vous, elle a insisté pour partager l'addition. Je gagne mon propre argent, m'a-t-elle dit avec un sourire qui m'a fait mal au cœur. Je veux juste savoir si tu es un gars bien. Le reste n'est que du bruit. Je suis tombé amoureux d'elle, fort et vite. Elle m'a appris qu'une maison n'est pas un endroit où l'on doit jouer la comédie pour obtenir de l'affection. C'est un endroit où l'on peut enfin se reposer. Nous avons acheté une belle maison en pierre brune dans la ville. Nous avons adopté un chien, un bâtard ébouriffé nommé Linux. Ma vie était pleine. C'était calme, mais c'était plein. Quant à ma famille, j'ai entendu des murmures, principalement par l'oncle Ben, à qui je parlais maintenant régulièrement. Les choses n'allaient pas bien. Le grand mariage de Léo dans les Hantons a eu lieu, mais c'était une version sévèrement réduite. Apparemment, sans le renflouement du frère riche sur lequel ils comptaient tous, le budget était devenu inconfortablement serré. Isabelle était apparemment furieuse. Je n'étais pas invité, un fait pour lequel j'étais éternellement reconnaissant. Puis, environ 1 an après le mariage, j'ai entendu dire que Léo avait été licencié. Son entreprise avait réduit ses effectifs et le vice-président des ventes avec le salaire gonflé avait été l'un des premiers à partir. Il avait du mal à trouver un nouvel emploi correspondant à son titre et à son style de vie. Le monde, il s'avérait, n'était pas aussi impressionné par Léo que nos parents l'étaient. J'ai ressenti un bref pincement de sympathie, mais je suis resté à l'écart. Ses problèmes n'étaient pas les miens. Sa vie n'était pas mon cirque. Un après-midi d'automne, je sortais d'un café dans le centre-ville, tenant un plateau avec 2 lattes, quand j'ai failli bousculer une femme sur le trottoir. C'était tante Carole. Elle semblait plus âgée, fatiguée. Le sourire mielleux et pratiqué avait disparu, remplacé par une grimace permanente gravée sur son visage. Owen, a-t-elle dit en s'arrêtant net. Elle m'a regardé de haut en bas, notant mon manteau bien taillé, ma posture confiante. Carole, ai-je hoché poliment, gardant mes distances. Tu as l'air bien, a-t-elle dit. Elle a jeté un coup d'œil à Chloé, qui m'attendait au bord du trottoir, souriante. Tu as l'air heureux. Je le suis, ai-je dit. C'était la vérité simple. Elle a hésité, se tordant les mains. Ton père.
Il parle de toi parfois. Il ne va pas bien. L'agence d'assurance est en difficulté avec la nouvelle concurrence en ligne. Il a dû licencier des gens. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Tu sais, a dit Carole en regardant ses mains comme si elle ne pouvait pas rencontrer mes yeux, il a toujours été si dur avec toi, si méprisant. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'il préférait Léo, ai-je dit. Les vieux mots avaient maintenant le goût d'un simple constat de fait, pas d'une blessure. Non, a dit Carole. Elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse authentique et surprenante. C'était plus compliqué que ça. C'était parce qu'il était terrifié par toi. J'ai froncé les sourcils. Les mots n'avaient aucun sens. Terrifié? De quoi parles-tu? Avant que tu ne naisses, a dit Carole, sa voix baissant comme si elle partageait un secret honteux. Ton père a essayé de lancer une entreprise. C'était une agence immobilière. Il était jeune, ambitieux, tout comme toi. Il a pris un énorme risque. Il a hypothéqué la maison, encaissé sa retraite, tout. Et il a échoué de façon spectaculaire. Il a presque tout perdu. Maman et papa ont dû emménager dans le sous-sol de mes parents pendant 2 ans pendant qu'ils remboursaient les dettes. Ça a failli mener à leur divorce. J'étais là sur le trottoir animé, les sons de la ville s'estompant dans un rugissement sourd. Je n'avais jamais entendu cette histoire. Il était humilié, a continué Carole, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Brisé. Il a décidé sur le moment que la sécurité était la seule chose qui comptait. Un salaire fixe, une échelle d'entreprise. Il a construit toute sa vie, toute son identité autour de l'idée d'être l'opposé de cet échec. Léo. Léo était la sécurité. Léo suivait les règles. Léo faisait ce qu'on lui disait. Il était le fils qui ne répéterait jamais l'erreur de son père. Elle a pris une respiration tremblante. Mais toi, tu étais différent. Tu étais un feu de forêt. Tu prenais des risques, tu apprenais des choses qu'il ne comprenait pas, tu construisais quelque chose à partir de rien dans ta chambre. Tu lui rappelais son propre échec, le jeune homme ambitieux qu'il était avant que le monde ne le brise. Chaque fois qu'il te regardait, il voyait le fantôme de la part de lui-même qui s'était écrasé et consumé. Alors il a essayé de te repousser. Il a essayé de te rendre sûr en te rendant petit. Il essayait de te protéger à sa propre façon tordue et horrible du même sort. Tout s'est mis en place. L'obsession de la réalité, la haine de mes rêves, la promotion constante du chemin corporatif sur pour Léo, le rejet de mes passions. Il ne favorisait pas seulement Léo. Il essayait de tuer le preneur de risque en moi parce qu'il ne pouvait pas supporter de regarder le reflet de ses propres regrets. Ça ne rend pas les choses justes, a dit Carole doucement, des larmes montant dans ses yeux. C'était cruel et c'était faux. Mais je pensais que tu devais savoir. Ce n'est pas un monstre, Owen. C'est juste un homme brisé qui avait peur. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Vas-tu l'appeler, a-t-elle demandé, une lueur d'espoir dans sa voix. Il a perdu tellement. J'ai regardé vers Chloé. Elle souriait, me faisant signe de me dépêcher, inconsciente des plaques tectoniques de mon passé qui bougeaient sous mes pieds. Elle était mon présent. Elle était mon avenir. Non, ai-je dit, le mot solide et certain. Je ne le ferai pas. J'ai réalisé à ce moment-là que comprendre sa douleur ne m'obligeait pas à le laisser revenir dans ma vie pour me causer plus de mal. Je pouvais lui pardonner à distance. Je pouvais le plaindre, mais je n'avais pas besoin de lui. Le livre était enfin vraiment fermé. Prends soin de toi, Carole, ai-je dit, et je me suis éloigné. J'ai marché vers Chloé. Elle a pris ma main, sa chaleur chassant le dernier frisson de mon passé. Tout va bien, a-t-elle demandé, son front plissé de préoccupation. Oui, ai-je dit en serrant sa main, un sourire authentique revenant sur mon visage. Tout est parfait. Nous avons marché dans la rue ensemble, le soleil de fin d'après-midi brillant à travers les canyons de gratte-ciel, une lumière dorée et pleine d'espoir. J'ai pensé au garçon mangeant de la pizza froide dans les escaliers pour son 10e anniversaire. J'avais envie de remonter le temps et de m'asseoir à côté de lui. Je voulais le serrer dans mes bras et lui dire, ça va aller. Tu n'as pas besoin qu'il te voie. Tu te vois toi-même. Et un jour, le monde te verra aussi. Leur cécité n'est pas le reflet de ta valeur. Le succès, ce n'est pas seulement l'argent.
Les 160 millions d'euros sont géniaux, je ne vais pas mentir. Ils m'ont acheté la liberté de ne pas m'inquiéter pour le loyer, pour les factures, pour le coût des choses. Mais le vrai succès, la vraie richesse, c'était ce moment à la table de Thanksgiving quand je me suis levé et que j'ai refusé d'accepter leur récit sur moi. Le vrai succès était d'échanger leur approbation toxique contre mon propre respect de moi-même. Le vrai succès était de construire une vie où je suis aimé pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir ou quel titre je détiens. C'est dans les moments calmes avec Chloé, les aboiements joyeux de notre chien, le regard dans les yeux d'un jeune fondateur quand je leur dis « Je crois en toi ». Ma famille a choisi de m'ignorer. Ils ont choisi de verser tous leurs espoirs et leurs ressources dans l'enfant prodige et de me traiter comme une ombre. Et ce faisant, en me laissant si complètement seul, ils m'ont involontairement fait le plus beau cadeau de tous, l'espace et la solitude pour devenir la chose même qu'ils admiraient le plus, mais qu'ils ne pouvaient plus atteindre. J'ai une nouvelle famille maintenant. C'est une famille que j'ai choisie. J'ai Marcus, mon frère d'armes. J'ai Chloé, ma partenaire dans tout. J'ai oncle Ben, un pont vers un passé que je n'ai plus besoin de visiter. J'ai la communauté de fondateurs et de rêveurs que je peux aider chaque jour. Le sang vous rend apparenté. La loyauté, le respect et l'amour, c'est ce qui fait une famille. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile de revivre cela, mais j'espère que cela a touché quelque chose en vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui se sentent invisibles dans leur propre maison, qui se sentent comme le mouton noir ou le survivant. J'espère que cette histoire prouve qu'être le mouton noir signifie simplement que vous êtes celui qui n'a pas été teint pour correspondre au reste du troupeau. Vous pouvez construire votre propre chemin. Vous pouvez définir votre propre valeur. Avez-vous déjà traité avec des membres toxiques de votre famille ou vous êtes-vous senti comme un paria? Je veux entendre votre histoire. Laissez un commentaire ci-dessous. J'en lis autant que je peux. Et si vous avez aimé cela, veuillez cliquer sur ce bouton j'aime et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à construire.